Oui, notre église, quand on veut la voir au premier abord, on est stupéfait par sa clarté, malgré qu'on ait des temps très humides, et la hauteur, la légèreté, là, c'est stupéfiant, car, paraît-il, Vauban serait créé au 18e, à cette période. Il aurait fait « Oh !» en voyant cette finesse, cette élégance de notre église. Car notre église est très, très belle et très curieuse, c'est qu'elle a été faite en 3 périodes très nettes. L'évolution du travail de l'homme pour bâtir une église. Car pour moi, une église chrétienne convaincue, convaincant Dieu seul le sait, une église, c'est la prière des mains. Et c'est surtout une œuvre de paix. Car ces bâtisseurs d'églises et de cathédrales ont construit pour l'être suprême Dieu. Les grandes baies sont du XIIIe siècle, mais pas les vitraux. Que dès qu'il y a eu un agglomérat d'êtres humains sur la terre, ils ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour glorifier l'être suprême, Dieu. Or, bien sûr, pour eux, c'était des dieux, peut-être pas toujours, sacrifice humain, la civilisation précolombienne, les temples d'Angkor, etc., etc. Or, le christianisme a sublimé cela. Les moines et aussi les bâtisseurs d'églises et de cathédrales ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour cela. Le travail, c'est une prière. Voilà, et c'est pour cela que moi, je suis un passionné de notre église à cause de cela, comme chrétien. Bon, regardez là, les chapiteaux, il n'y a pas un pareil, il faut des heures et des heures. Qu'est-ce qu'un vitrail? Eh bien, un vitrail, c'est l'ancêtre des bandes dessinées. Car toute odeur de bande dessinée, on peut leur mêler ces vitraux. Celui-là, il est d'une beauté très curieuse, mais il est du début du 19e siècle. Or, on sent très net le jugement dernier qu'il n'est pas, comment dirais-je, on ne peut pas bien le saisir, car les fragments à droite seraient d'une ancienne église de Sens détruite après la Révolution et tout. Et les morceaux ont été récupérés pour venir ici. On sent très net les morceaux, plus anciens que le reste, que le bleu, etc. Et je m'attaque très peu sur celui-là. Voilà, c'est ici Notre-Dame des Vertus. Cette Vierge magnifique, car la Vierge tient l'enfant Jésus avec un oiseau dans ses bras, mais c'est une merveille, une finesse remarquable. Or, elle n'a pas été abîmée par la Révolution. Cette partie-là est très curieuse. On ne sait pas pourquoi, mais celui qui a fait pour fermer cette chapelle avait dû travailler au château de Blois. Or, ici, on retrouve le monogramme d'Henri II et de Diane de Poitiers. Vous voyez? Voilà. Et un prêtre me disait que Diane de Poitiers avait 20 ans de plus qu'Henri II. Alors c'était assez curieux, comme ça. Nous avons ici quelque chose d'unique en France, ce Christ est en bois. Or, ce Christ en bois est merveilleux, il est creux, c'était un Christ qui était sur une croix, il a été décloué d'une croix pour amener les bras tels que vous les voyez ici. Or, ce Christ a posé une énigme, il en posera encore longtemps, car nous ne savions pas le bois qu'il était et la date de ce bois. Or, le bois, on l'a appris, car il a passé 4 semaines à Versailles. Ce Christ a passé 4 semaines à Versailles
on veut savoir le poids et la date du poids. Le poids, j'ai dit pendant 18 ans, il était anti-œil. Non, il est envoyé. Mais on n'a pas pu avoir la date du poids, car il a eu 5 couches de peinture, de l'origine à nos jours. Pour la première couche de peinture, il y avait de la céruse ou du blanc de plomb, qui s'est inscruté dans l'ensemble du bois. Et les rayons X ne traversent pas le plomb. On pourra les dénombrer à peu près les siècles, 20, 30, 40 millions d'années. Les chiffres me dépassent, et on est incapable de trouver, sur un morceau de bois de 4-5 siècles, la date exacte de ce bois, qui prouve que l'être humain a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, ici, il y a une rareté dans cet ensemble. C'est que, regardez bien, la tête de ce Christ, il y a une couronne d'épines. Et il y en a une autre vers la Vierge. Oh, d'après les cas. On sait, avant la Restauration, il n'y avait qu'une couronne d'épines. Il y en a deux maintenant. Et regardez la beauté des personnages. C'est de l'école de Jean Goujon, ces personnages. Car Jean Goujon n'était pas un maître de la pierre. Loin de là, c'est du moulage, pas des poussières, du stuc, on appelle ça. C'est assez curieux. On l'a, bien sûr, pour certaines personnes, c'est un peu rococo. Mais pour moi, c'est la finesse, la beauté des vêtements et des visages qui sont très sensibles, très très beaux, très nobles. Je sais qu'on est au milieu de Béthane. Chaque jour, en toute saison, Jean Charrier parcourt ce chemin qui l'emmène à sa chère église. Il en connaît tous les détails et, jumelles à la main, il communique ses connaissances aux gens de passage qui ne manquent pas de prodiguer leur admiration sur son livre d'or. Alors ça, c'est votre livre d'or. Oui. Alors voyez-vous, alors là, c'est mon ami Pierre qui avait un peu de tous les coins. Oui, en effet. Oh, l'Amérique, il y en a énormément. L'Australie, Australie, USA. Alors là, c'est USA. Australia, vous voyez, trois qui En effet, oui. On va les lances. Et là, l'Italie. L'Australie. Ça a commencé là. Et là, ici. Regardez dans la voûte, oui, il y a des feuillages. Au-dessus de, il y a 3 feuillages. Au-dessus de chaque feuillage, il y a une tête sculptée. Oui, juste au sommet. Monsieur Charrier, pouvez-vous donner des explications sur ce vitrail? De quelle année il est? De quel siècle il est? C'est la fin du 16e. Fin du 16e. Et c'est le vitrail de Notre-Dame de l'Assomption. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce vitrail? Après, dans le deuxième tableau, ouvrez Oui. sous la dormition de la bière, Oui. où il y a un homme accroupi. En rouge? Oui, manteau rouge et bras jaunes, à l'extérieur. Je le vois, oui. Regardez bien la figure de cet homme. Il porte des besicles, Oui, monsieur Charrier. il a une barbe à nez. Oui. Les ancêtres des lunettes. L'ancêtre des lunettes, oui. Les opticiens me disaient que c'était très très rare de trouver cela. Et j'ai appris quelques 3 vitraux de la fin du 16e avec un personnage avec des baisers.
Un à Pot-de-Mer en Normandie, l'autre à Châlons en Champagne, et celui-là, c'est en haut, dans le bleu. Et en haut à droite. À droite dans le bleu, il y a deux petites maisons. En effet, deux petites maisons. Oui. Et à droite de ces deux maisons, il y a un arbre. Oui. Au pied de cet arbre, un berger et des moutons. Oui, en effet, je vois le berger des moutons, oui. Et à gauche des moutons, dans le calibre, car dans l'art du vitrail, je m'en chanterai de plomb, ça s'appelle des calibres. Dans le calibre, sur les deux maisons, il y a des volailles. Oui. Il y a 4 rois, 2 poules et un coq. En effet, oui. Et le coq au milieu des poules, il y a remarquable. Et on dirait qu'il y a deux chiens aussi. Il y a 2 chiens. Il y a une telle miniature, il y a un tel détail. Oui, on voit qu'il y a une miniaturisation. Il faut le regarder point par point et revenir plusieurs fois pour le voir. Mais j'aperçois également une charrette. Il Oui. y a une charrette, et au-dessus, il y a une petite maison, complètement une fenêtre remarquable, au-dessus des deux maisons comme ça. Et alors, à l'extrême gauche, on voit des personnes qui portent des paniers sur leur Des tête. paniers sur la tête, Oui. on dirait un tableau d'un Rosette, un pas de comment. Et à droite, dans le bleu, on dirait Rocamadour. En Camadour, oui. Oh, oui. Mais pour moi, je suis toujours stupéfait de la miniature au-dessus des 4 têtes blanches à droite. Oui, il y a une miniaturisation incroyable. Là, oui, en Sur effet. Calibre et pas de tableau quand même. J'aperçois une chose aussi, M. Charrier, là. Je vois un homme en bleu, là. Il a une canne. Oui. Oui, sa canne, elle est graduée. Pouvez-vous me donner l'explication de la graduation de Alors, cette canne? je me demandais pendant 15-18 ans pourquoi cette canne était graduée. Pour un compagnon, ça j'ai appris beaucoup par les compagnons de développement, que c'était une canne pile. Car il m'a dit, voyons, les maîtres d'œuvre qui soulevaient les chantiers, il y avait des cannes qui étaient graduées à la mesure de leur plan. C'était leur maître, en réalité. Pieds posés tout là. Et derrière cet homme, j'aperçois un bâtiment. C'est un bâtiment en bois, ça. Bâtiment en bois derrière dans la canne. Oui. Et à tel point qu'on voit des balcons, et on dirait que les gens vont chercher. Même les hublots avec la lumière du jour, oui. C'est très surprenant également. Et en montant dans le deuxième tableau ouvragé, le tableau de la composition de la bière, à droite, il y a un couple, lui une cape marron, Oui. et la tient son fusil vert à la main. Et derrière, entre deux, il y a Un vaisselier, un vaisselier ou l'asseoir. Et les pièces de vaisselle sont décorées, et bâties d'immeubles et sculptés. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on voit les poutres également. Il y a les poutres au plafond. Et derrière la femme, on voit encore un bâtiment dans le bleu. Oui. Et l'autre jour, j'avais un visite, il me disait quand on regarde bien à la jumelle, et on voit même les nœuds dans le bois. C'est ça. Et regardez les plafonds. Les plafonds sont en caissons décorés. Les caissons décorés, C'est splendide, ça. Hein. c'est splendide. Or, il y a tellement à voir dedans, mais on sait, c'est un message, que le travail d'une équipe, le travail sur un carton, comme les tapisseries, les objets d'improvisation. Or, on sait que le cartonnier est espagnol. Pourquoi? Eh bien, regardez bien les vêtements, les chefs, meubles, etc. Un milieu très riche, divers. Le peuple là-haut. Le peuple avait bergé les moutons. Et totalement en bas, complètement en bas. C'est là qu'on voit que c'est la fin du 16e. Et là, Il y a des j'aperçois- ronds verts. Oui. À gauche et à droite, Oui, il y a dans le des bas, il y a des ronds verts, oui. À gauche et à droite, il y a des incas ou des assiettes. Parce que les Américains du sud ou du nord me disent c'est l'anglo. Moi, j'ai été en Amérique pour voir ça. Il y a un chef. Mais je vois là, il y a 3 femmes avec un enfant qu'on met au bain. Là. Oh, oui. Il y a un meuble Il y derrière. a un meuble en point de diamant. Oui. C'est une richesse. Il y avait un antiquaire, il y a un an environ, qui ne pouvait pas se détacher devant ce meuble. Et lui, il est d'une finesse remarquable. Mais j'aperçois ce que Charrier. On voit une perspective dans ce vitrail. Hein. Pour la vision. Or, et jaune ou autre couleur, 3, 4, 5. Et certains rouges de Notre-Dame de Paris, on t'a vu, fait des verres superposés. Oui. Il y a une poêle à grande manche, et sur 2 chenilles, etc. Tellement, mais après, quand on dirait bien que il faisait frire certainement quelque chose, on se demande quoi. Mais voyez-vous, et à gauche de cette femme-là, il y a un meuble en pointe de diamant, et un antiquaire me disait, c'est le plus beau meuble en pointe de diamant qu'il avait vu de sa vie ici. Alors
Il est très très riche. Saint-Nicolas, la chapelle. Saint-Nicolas des La Mariniers. chapelle des Mariniers. Cette chapelle, c'est à Villeneuve-le-Roi. Dans notre ville s'appelait Villeneuve-le-Roi jusqu'à la Révolution. Et Villeneuve-le-Roi était le port le plus important entre Morvan et Paris. Le flottage des bois. Et ça a été très long, puisque la moitié du... Il y avait une compagnie de combien de mariniers? Oui, ici, il y a une coopération de 300 mariniers. 300 mariniers. Alors c'est pour ça qu'on retrouve le vitrail de Saint-Nicolas alors? Oui, le vitrail Saint-Nicolas. C'est une merveille. Ce vitrail était complètement là. Et il a été remédié, m'a déjà changé, très curieusement, pour en faire remettre à un moment donné. C'est pour ça qu'on retrouve des rames, des ancres marines et un bateau. Alors, ce qui est assez courant dans les chapelles des mariniers, la porte en bois. En ce qui concerne les fresques à l'intérieur, À l'intérieur, ça serait donc la vie de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Et on devrait retrouver sous le badigeon de la Saint-Nicolas de grandeur nature. C'est pour ça que je vois des prélèvements qui ont été faits sur le badigeon. Parce que, Oui. Et on retrouve d'ailleurs sur les ogives. oui, avec ce oui, tout. Les Ce qui est sondages, admirable aussi sont les clés sculptées. oui, les sondages, tout le secteur. Et là-haut, et surtout l'ensemble était bien nettoyé, ça vaudrait le coup. Très bien. Les deux pierres-là sont plus anciennes que d'autres, car d'après le directeur de l'université de Poitiers, ces deux pierres étaient du XIIIe. Et dans le livre des affaires des archives du diocèse de Caen, il y en avait trois, il n'y en a plus que deux. La troisième a dû être fâchée et prêtée à servir là. Alors, il est venu tout un après-midi, ces deux. Et ces pierres tombales représentent quoi également? Représentent quoi comme personnage? C'est le mot du personnage de ce moment-là. Ça représente pas des prévôts, des On prévôts? dirait l'impression du chrétien, on dirait qu'il y a même l'impression qu'il tenait un collier. Oui, On dirait bien. Les deux pierres-là, c'était là-dedans, elles ont été relevées dans le milieu du... Avant 1885. Oui, alors pendant le 19e, alors c'est pour ça. Et il y en avait déjà des pierres tombales. Au début du 19e, c'était déjà éligible. 2 siècles après, c'est pas possible. Après Viollet-le-Duc, il est dans la même pierre que dans l'ensemble. Il a été taillé dans la même pierre, sans que les autres bénitiers ont été appliqués. Parce que celui-là, c'est le seul qu'il connaissait. C'est un seul bloc finalement. Oui, il a seul bloc. Alors là, forcément, maintenant, avec l'humidité, la pierre était là. Et on pourrait, il faut friser ça, mais ça avait une telle pression qu'on va tomber le reste. Ils désagrègent quoi. C'est ça qui est là. Le travail est admirable. Les détails, la sculpture. La sculpture est admirable. Le détail, vous voyez, les sculptures dans le bois, c'est une merveille. 70 millions d'étrangers qui viennent en France. Mais la moitié viennent pour étudier l'architecture, les vitraux, les églises. Et on le sait, ils sont du XIIIe pour une raison très simple. Ils ont été restaurés dans le 19e, au début. Et vous voyez, le bas n'est pas de la même couleur que le haut. Et c'est cela qui est très intéressant, car le haut serait datable d'après. Car on a retrouvé 6 fragments de Villeneuve-sur-Yonne dans un musée privé en Pennsylvanie. Or, les personnages sont d'une finesse remarquable. Et on voit très net. Vraiment les têtes allongées, les têtes d'icônes. C'est allongé d'une finesse. C'est l'ancien des... Ah, comment on appelle ça? C'est le byzantin. Le byzantin, oui, vraiment byzantin. C'est vraiment très, très curieux. Une vraie finesse. Et les orthodoxes sont stupéfaits de voir des têtes comme ça. Ici. Le dessin byzantin complet. La restauration, elle concerne le vitrail. Vraiment le vitrail ou le bas? L'ensemble, oui, il y a une barre à droite. Ça a été remplacé. Il n'y a que ça.
Et le reste, Ces vitraux sont de 1250. 250, 60. Et ici, vous voyez le haut. Vous voyez très net la différence entre le haut et le bas. Et les personnages comme ça en dessous. Et à droite et à gauche, et à droite et en dessous. Or, je suis toujours occupé en regardant la jumelle, le personnage à gauche. Or, il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il ne reçoit jamais le soleil. Donc, les couleurs vont rester comme ça. Oui, c'est évident, c'est exposé au nord, quoi. Complètement au nord. Ah ouais. Tandis que, automatiquement, tu vois, on voit un peu. Mais là, il y a une bonne différence entre les vitraux, entre le haut, le bas et la partie droite, là. Alors, le haut, c'est la table. Et vous voyez aussi, on sait que les vitraux du 13e ont une chose, c'est qu'il fallait pour que la couleur rentre dans le verre, une fusion de 1100, 1200 degrés. Tandis qu'après, comme le métal dans le dessous, deux ou trois siècles après, ils ont mis dans les éléments de faire le verre des vitraux une base à base de sel et qui font à 300-400 degrés de moins. Alors c'est pour cela que je ne sais pas. Alors là, celui-là, on voit très net qu'il est comme l'ensemble, comme celui-là qu'on a vu là-bas, en relief, très net. Et puis que ceux-là, à ma droite, on voit très net qu'il n'y a que deux feuilles. C'est 19e, ça, donc. Oh, oui, 19e. Et donc en résumé, vous avez retrouvé... 13e, 16e et 19e. Oui, voilà. Et j'ai retrouvé une descendante de la personne qui les avait offerts. Ici. Elle m'avait dit ça, mais c'est ma arrière-grand-tante. Tu vois, c'est bizarre. Voilà. C'est de quelle époque? Je ne m'en pas. C'est 18e? Il a été travaillé au 16e, parce que le marbre, ça a été... Parce que ça, c'est le même marbre, d'après quelqu'un, c'est le même marbre au château de Versailles. Et les anges, en quoi? Les anges sont très curieux. En bois, peut-être, je ne sais pas. C'est du bois, oui, c'est du bois. Tiens, quelque chose. C'est du bois peint, oui. Est-ce qu'il n'est pas joli dans l'église? Voilà, les deux palmiers, qui n'est pas une beauté de notre église, loin de là, et ces deux palmiers se trouvent en haut, dans le triangle, eh bien, il y avait en hébreu. Et c'est qu'il est très curieux que j'ai rencontré, je ne sais pas combien, de juifs et autres qui m'ont parlé. C'est du palmier, c'est un ex-voto. C'est un ex-voto, hein, qui aurait été donné par qui, là? Oh, pas l'hôtel, monsieur de Montpellier, je crois. Montpellier, oui. C'est ça. Alors, pour ça que le marbre, et alors on dit froid comme un marbre, et quand on va le toucher, c'est bien froid. C'est le blason royal que vous avez là, du 16e, vous voyez? C'est le blason royal du 16e, vous voyez? Et d'après le maître Blanchet, celui qui a refait les vitraux là, il y a 4-5 ans, il dit, ça c'est une merveille. Il dit, je l'ai touché, il y a 40 ans que je fais des vitraux, je serais incapable de faire ça. D'après un historien qui est venu il y a quelques mois, il m'a dit que ce blason, il y a 4 fleurs de lys à droite, 3 fleurs de lys à gauche et il est barré en diagonale. C'est un signe de bâtardise. Il y a eu un bâtard dans cette église, vous voyez. Unique en France, car c'est la seule rosace que l'on a comme un mouvement de rotation, de droite à gauche. Et le milieu a été refait il y a une cinquantaine d'années, et le milieu était plus beau que maintenant, d'après les pieds de savon, maintenant on ne peut plus le lire. Il met une belle page de français, on mettait toutes les lettres. Ça s'appelle un chemin de ronde, alors, un triforium. Peu importe les mots. Et en bas, d'après 2 maîtres assistants d'université, l'un de Bonn en Allemagne et l'autre de l'île 3, le triforium du bas, c'est le plus bas d'Europe. Il dit, j'en ai retrouvé un autre aussi bas, mais beaucoup, beaucoup moins long que celui-là. On a été refait au 19e. Pourquoi? Parce que M. Jean-Luc Dauphin a retrouvé dans les archives 1805 qu'il y avait des forts orages de grêle dans la région et les vitraux de l'Est et du Sud avaient été détruits, mais pas ceux du Nord. Donc on a refait des vitraux imitation 13e, 14e. Ici, on a récupéré quelques petits morceaux car on voit derrière la statue. Tu vois ça. Et de l'autre côté, tu vois c'est dit, tous les vitraux de ce moment-là, ça serait une valeur inestimable. Parce que
Et qui vient du dessin, on voit la différence, la neige. Et on voit la date. Des donateurs, oui. Tu vois, ça, 1844, 1811. Par contre, ce qui est particulier, c'est que nous avons des billets vibrants. Ah oui, on entend. Ça vibre, on change les doigts. Moi, je sais que je ne peux pas tenir. Hein. D'accord. Ce sont des billets Oh vibrants. là, moi, je peux pas, même quand tu donnes là, moi, je ne peux pas tenir ici le bout des doigts. Hein. Alors ça provient de quoi? Ça, c'est une carrière horizontale, pas la verticale. Pour une raison très simple. C'était un homme qui m'avait dit ça, compagnie. Et j'ai demandé pourquoi, mais je savais s'il allait me répondre. Car il m'a dit, voyez-vous, c'est impensable, dans une carrière de pierre, d'avoir le même grain de là à là. Car la pierre est comme la terre, par couche ou lui. Voyez-vous, c'est ça. Alors d'où provient la vibration Et il m'a dit, oh, c'est pas ça. Et ça, c'est la pierre la plus tendre s'il avait pu travailler. Et cette pierre-là devrait peser 2400 le mètre cube. Et la pierre la plus lourde, 4400. Et un spécialiste de Comblanchien m'a dit 4500 le mètre cube de Comblanchien. Et je suis de vous faire tomber un mètre cube de Comblanchien. Oui, alors en résumé, en conclusion, M. Charrier, la vibration de ces pierres vient du tonnage qui est appuyé. Tonnage. Hein, elles sont tendues comme des cordes de violon. La pression, la compression de la pierre, quoi. Oui, la compression de la pierre, parce qu'il y aurait une tonne au moins, un tonnage de 80 tonnes qui s'appuierait sur ces piliers. Ce qui fait amplificateur, quoi. Ça amplifie le son. Ah oui, ça amplifie le son, la pression. C'est comme une corde de violon. C'est très très rare, ça, oui. Piscine, dans une île. Oh, ça servait aux officiants à la fin des messes de vider les burettes ici. C'est comme... c'est comme un étudiant en anglais du 13e, quoi. Un évier. Et alors, c'est même par ça que j'ai appris l'évier, qui est un vieux nom de ça, et que c'était les vendeurs d'eau. Bon, là, et en dessus, vous voyez, il y a ça. Or, ici, c'est une finesse remarquable. Mais, ce qui est remarquable, c'est qu'à l'intérieur, ce qu'on n'en voit pas, est aussi bien pu travailler ce qui se voit. Ce sont des feuilles de vigne, en résumé. Oui, Ce sont des feuilles de vigne, là. C'est une bien. Oh, là, il y en a. Et au-dessus, la feuille de tout, eh bien, c'était cela. C'est un feuillage complètement différent l'un de l'autre. Et sur un pilier, et ça, tous les habitants qui sont là, et le savent, c'était le maître à arriver. La table au-dessus de la sacristie a été offerte par Madame de Chateaubriand. Se sont servis du principe des Grecs. L'acropole n'est pas droit. Aucun théâtre grec et romain n'est droit, car c'est pour l'acoustique. Car ils s'étaient rendu compte déjà à ce moment-là que les vallées étroites de montagne avaient écho. Et donc c'est comme ça. C'est parce que c'était droit. Tandis que quand ça s'est un petit peu dispersé, la voix, les cercles, regarde bien, pas exactement pareil, sauf du 13e. Le regard là, c'est tout l'ensemble, du 13e. Elle fait un cercle comme ça, toute la partie du 13e. Il faut aller vers les petits bancs rouges d'abord pour le voir, ou bien devant la sacristie. Au XIIIe siècle, ils savaient déjà que pour faire un grand monument et autres, il fallait faire des trous dans la pierre, ce qui allégeait la voûte et renforçait en même temps. Alors pendant le chant, on fait comme ça. Bien, bien, ça style. Là, ils sont comme ça, quand ils sont hauts,
ça. Voilà. Oui, mais c'est un usage, ça. Oui, c'est ça. C'est un usage. Mais il y en a des très belles miséricordes. Des éducations à l'avant, je veux dire comme ça. Mais en résumé, on est assis tout en étant debout. Mais comme ça. Ni debout, ni assis. Voilà, ni l'un ni l'autre. D'accord. Tandis que complètement, quand on est à peu près, je crois pas qui. Un jour, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit chercher ça. Il dit voilà, c'est que la dépense complète. Et quand on voit que les gens marchaient dessus pendant des siècles, et puis ça, c'est. Oui, il y a bien Jean-Luc un jour, il disait à des visiteurs, il dit, vous vous rendez compte, c'est peut-être qu'on marche dessus. Et au 19e, juste à la fin de la Révolution, ils étaient déjà illisibles. Alors, 22 siècles après, c'est pas possible. En Égypte, Émile Pénaud. C'est un sculpteur villeneuve. Il a fait reçu. Jean-Luc, il était très allumé, il a fait restaurer un peu. Non, mais il est encore abîmé. On voit que il y a des bras qui manquent au Christ, enfant Jésus. Allez, je prends ici, cette forme-là. Je ne sais pas si elle a pas de police, si c'est la même. Cette forme-là. Il paraît que eh ben, d'ici, pour regarder, tu vois le milieu. Oui, il y a le... Regarde-le. Il y a une fleur, là, vous avez vu ça? Non. Oui, vous l'avez déjà vu, moi. Ah oui, il m'a dit que c'est le premier baptistère que je vois C'est des comme bons ça. baptismaux qui sont très jolis. Oui. Oh, très très beau. Alors, parce que il y a, les gens avaient parlé, il y a pas très longtemps, il y en a un qui me disait, oh, il disait, quand il bâtissent une église, mettez de la terre. C'est possible pour monter de la terre, d'une autre terre comme ça. Eh bien, c'était autour des Claude Boulin, c'était pour mettre des échafaudages. D'accord. Ok. C'est un échafaudage médiéval, en résumé. Hein. Oh, c'est Moi, des chapiteaux. Charrier, les chapiteaux. Oui, les chapiteaux, oui, j'ai vu un chapiteau. C'est très curieux. Quand on regarde bien, eh bien, il y a deux périodes très nettes sur ce chapiteau-là. C'est pas une même culture, la période. Parce que les gens qui commencent une sculpture, ils ne les pas souvent. Hein. Oh, oui, elle n'a pas été terminée que certainement le sculpteur est venu mourir avant de finir son œuvre. Ah, Alors, t'es un bien. compagnon m'a dit non, monsieur, c'est la main d'un très grand maître. Pourquoi un grand maître? Il dit, vous savez que ces maîtres d'œuvre, à ce moment-là, étaient très humbles. Ils savaient que la perfection n'existe pas. Et il laissait une œuvre inachevée pour prouver qu'on pouvait faire aussi bien qu'eux. Un antiquaire, à la fin du 19e, qui l'a fait. Oh, ils avaient fait mettre ici avec une simple tige. Et de quelle époque, ce Christ? De quelle il est? D'après la photo, il disait le même. Oh, 12, 13, 14e, 17. À ce moment-là. Il est du 14e, exactement. D'après un antiquaire qui est venu le sens autrefois, il m'a dit, monsieur, il est du 14e. Le personnage qui se trouve dans le gris à droite. Oui, ça va bien. Et là. Ah, ça, j'ai emballé avec ça. Ah bon? Il n'y a qu'une tête. Et les yeux de la Vierge. On voit ses larmes. L'heure de la fermeture est arrivée. Jean Charrier va rentrer se reposer d'une journée bien remplie. Les jumelles sont remisées en place dans son local, dans la chapelle gauche, close par un cadenas dont il a la clé. Depuis 30 ans, ce puits d'histoire révèle aux visiteurs les moindres détails de son église. Nulle part ailleurs, vous n'en connaîtrez de pareil. Il ne faut pas rater la visite en sa compagnie. Il vaut à lui seul toutes les pages écrites sur l'église Notre-Dame. Jean Charrier vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Il est décédé le 10 mars 2002 à l'hôpital local dont il était pensionnaire
depuis le début des années 1970. Ancien berger, ouvrier agricole, arrivé à Dixmont il y a un demi-siècle, il avait trouvé un sens à sa retraite. Durant 30 ans, il a été lieutenant guide de l'église Notre-Dame de Villeneuve-sur-Yonne, découvrant jour après jour et s'enrichissant des compétences de professionnels, ce puits de science a prodigué la beauté de cet édifice. On ne peut que souligner la rayonnante générosité et l'humilité rare de cet homme qui, pauvre de tout, offrait aux autres la richesse de son cœur et la pureté de son regard. Jean nous a quittés, mais sera toujours présent parmi nous.